Bonsoir, donc merci d'être de nouveau avec nous ce soir pour cette nouvelle conférence dans notre cycle en lien avec l'exposition Hors du monde, la carte et l'imaginaire. Nous avons le plaisir de retrouver ce soir le professeur Jean-Luc Piermet qui a participé à l'exposition et qui va nous parler d'un thème qu'il a traité à la fois dans le parcours de l'expo et dans le catalogue qui l'accompagne, qui est le mythe de l'Eldorado et les problèmes cartographiques qu'il pose. Mais je vais laisser Annick faire les présentations. Alors, bienvenue, c'est toujours un plaisir. Alors, vous êtes professeur émérite de géographie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre donc du comité scientifique de l'exposition. Vous avez contribué au catalogue avec 2 articles. Et vous êtes également membre du comité scientifique d'un colloque que l'on va organiser, un colloque international, qui aura lieu les 14 et 15 octobre à la BNU, et dont le sujet est faire connaître les mondes en découverte. Et donc, vous faites partie du comité scientifique. Alors, moi, je propose de partir sans attendre à la recherche de l'Eldorado. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais quand même monter. Et je vais vous... D'accord. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un des mythes les plus mobilisateurs de l'humanité, l'Eldorado. Mais derrière ce mythe d'origine sud-américaine, il ne faut pas oublier une des aspirations les plus fortes des humains, qui est celle de la richesse. Cette richesse dont nous allons parler, la richesse de l'or, ce n'est pas exactement la richesse telle que nous la concevons, parce que entre la période de l'Eldorado et aujourd'hui, il y a eu un événement majeur qui est la révolution industrielle. Révolution industrielle qui a appris à fabriquer à grande échelle et autrement de la richesse par l'industrie. Avec comme corollaire le fait que l'or, qui avait été pendant des millénaires la richesse par excellence, a été en quelque sorte dévalué. Il est devenu, dans cette opération de la révolution industrielle, ce que l'on appelle aujourd'hui, pour reprendre une expression fréquente, une valeur refuge. Avant la révolution industrielle, c'était différent. L'or était, à lui seul, la richesse et la puissance absolue. Ce caractère lui était donné par sa qualité de métal inaltérable ou quasi inaltérable, et également par la couleur. L'aspect extérieur jouait un rôle extrêmement fort. Cette couleur jaune qui lui donne une parenté avec le soleil. Et d'ailleurs, pour se remettre déjà un petit peu dans l'ambiance des grandes découvertes, on ne peut que mentionner ici la parenté entre l'or et le soleil dans l'alchimie, qui étaient tous les deux représentés par le même symbole. Alors l'Eldorado, c'est une des versions liées au mythe de l'or. Mais c'est peut-être la plus connue et la plus importante qu'il y ait eu dans l'histoire. Ça a été une des nombreuses tentatives de localisation de ce pays de l'or que les anciens pensaient qu'il existait forcément. Mais avec l'Eldorado, on a, pour ce mythe de l'or et de la richesse, on a eu une notoriété tout à fait exceptionnelle. Ce qui est intéressant de comprendre, là, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est comment on en est arrivé à cette célébrité tout à fait unique de ce mythe. Quels ont été les instruments de cette notoriété? Quels sont les acteurs qui l'ont construite et qui l'ont entretenue? Et on se demandera également comment ce mythe a disparu ou quasiment disparu. Parmi ces instruments qui ont fait la notoriété
de l'Eldorado, il y a la carte. On va en reparler, mais vous comprendrez que derrière, vous comprenez même que derrière le titre que j'ai donné à cette conférence, un mythe à la carte, il y a bien sûr la carte géographique qui est sous-entendue, mais il y a aussi autre chose, il y a un jeu de mots, car voilà un mythe extrêmement malléable et qui a été prêt à être interprété par n'importe qui et à peu près par n'importe comment. Si vous avez assisté à la conférence sur les sources du Nil, il y a un mois, ce mythe de l'Eldorado est extrêmement différent. Avec les sources du Nil, on avait au départ une réalité. Le fleuve, il était là. Et il s'agissait d'en comprendre le système, et notamment, je dis système, parce qu'il y avait la question des crues qui ont intrigué et valorisé aussi l'Égypte depuis le début. Mais il s'agissait aussi de savoir où se trouvaient les sources. Avec l'Eldorado, c'est complètement différent. On a là une aspiration qui ne se satisfait d'aucune réalité. Une aspiration qui est fuyante, qui se dérobe. Mais malgré ceci, le mythe a créé des réalités, des réalités fortes. Et dans le contexte de la colonisation de l'Amérique du Sud, également des réalités désastreuses. Le plan que je vais suivre est celui-là. Dans un premier temps, je vais parler des antécédents de l'Eldorado. Le mythe de l'or, le mythe de la richesse est très ancien. C'est un mythe latent de la civilisation occidentale. Et vous verrez que c'est un mythe de l'extrême, de quelque chose qui est forcément inatteignable, caractéristique principale. Ensuite, en deuxième partie, je vais parler d'un mythe qui prend sa consistance dans une des aventures les plus extraordinaires que l'humanité européenne a connues à cette époque-là, qui est la découverte et l'exploration de l'Amérique du Sud. Puis troisièmement, on peut dire que c'est une toute autre étape, parce qu'à un moment donné, pour des raisons que je vous expliquerai, ce mythe de l'Eldorado se cristallise de manière spectaculaire dans l'actualité des gens de son époque, du fait d'un homme et de sa personnalité. Et puis en quatrième partie, il s'agira de savoir comment ce mythe a disparu. Et nous devons largement cette disparition du mythe de l'Eldorado à un homme, encore une fois, à un savant, Alexandre de Humboldt, qui a dévoilé la réalité de fake news de l'Eldorado. Alors en première partie, un mythe vagabond. Alors, je ne vais pas le faire, mais il faudrait faire une histoire des mythes liés à l'or au cours de l'histoire des hommes, au cours des millénaires. Oh, juste quelques jalons. La Bible parle pour les Hébreux du mythe du veau d'or, une idole que les Israélites avaient fondue en l'absence de Moïse et que celui-ci détruisit avec colère. Les Grecs connaissaient la toison d'or, c'est-à-dire la quête de Jason et des Argonautes. Un fabuleux voyage, déjà à la périphérie du monde connu. Et un fabuleux voyage que l'on a interprété comme un voyage vers l'au-delà. La destination de Jason, c'était la Colchide. La Colchide, c'est la Géorgie d'aujourd'hui. Le mythe avait peut-être été alimenté par l'orpaillage du Caucase et par le fait que le tri des graviers se faisait avec une toison de bélier ou de mouton.
donc à la place du tamis que les orpailleurs ont utilisé plus tard. Un autre mythe que là je vous montre en carte, et là on se rapproche beaucoup plus de notre propos de l'Eldorado, c'est le mythe de Crise et d'Argir. C'est l'idée qu'il existait à la périphérie du monde connu 2 îles, une île d'or, Crise, une île d'argent, Argir. C'est une croyance qui a traversé une bonne partie de l'Antiquité et qui a été régulièrement reproduite durant tout le Moyen-Âge pour nous rapprocher des grandes découvertes sur le fameux globe terrestre de Martin Benaïm, 1492, une année importante. Eh bien, les îles de Crise et d'Argir étaient encore représentées. Donc, c'était connu des gens qui partaient à cette époque-là. Alors, sur cette carte de Pomponius Mela, donc moins 40 avant Jésus-Christ, qui a été reconstituée à partir des descriptions qu'il donne, eh bien, vous avez le monde qui était connu, vous avez l'Europe, vous avez l'Afrique, vous avez l'Asie, le tout formant un vaste continent un peu sillonné par les mers, mais les îles de Crise et d'Argir sont tout à fait à la périphérie. J'ai agrandi dans un rectangle, vous l'avez là-bas, l'île de Crise, l'île d'Argir, dans l'océan qui était censé entourer la Terre. Ça a été une des sources de l'Eldorado. On le verra tout à l'heure. Voilà une autre source. C'est Marco Polo. Alors Marco Polo, c'est l'Asie, c'est l'Extrême-Orient. Et dans son ouvrage Le devisement du monde, le voilà qui fait des descriptions qui marquent profondément ses contemporains. Il décrit l'Asie et il décrit des richesses insoupçonnées qui font rêver. Et il raconte qu'il passe dans une région que l'on a identifiée à la Birmanie d'aujourd'hui, où il voit des villes dont les toits sont couverts d'or. Il cite la ville, c'est la ville de Mienne, et la ville de Mienne, eh bien, c'est aujourd'hui Bagan. C'est, alors, photo récente, évidemment, ville très touristique de la Birmanie avec ses très nombreux sanctuaires et ses toits qui sont couverts de feuilles d'or, effectivement. C'est peut-être l'origine urbaine de l'Eldorado. Une autre tradition, mais il y en a d'autres des traditions de l'Eldorado. En voilà encore une. Celle-là se trouve non pas à l'est, mais à l'ouest. Et vous avez ici représenté un parchemin, c'est-à-dire un document qui est fait sur une peau d'animal, peau de mouton essentiellement. On voit le col du mouton d'ailleurs qui est là, vous voyez la forme tout à fait caractéristique. Et ce qui nous intéresse, c'est que au large de l'Europe, on reconnaît l'Irlande, l'Angleterre, la France et l'Espagne, au large du continent européen, sont représentées depuis longtemps des îles. Alors, ces îles sont pour certaines reconnues. On a les Canaries, qui sont ici, connues depuis l'Antiquité. On a Madère, on a les Açores, qui venaient d'être reconnus, 1427, quelque chose comme ça. Et puis on a d'autres îles qui sont encore plus éloignées et qui sont représentées. Il y a celle-ci, par exemple, qui, sur les cartes de l'époque, a toujours une forme rectangulaire. Cette île, elle s'appelle Antilla. Antilla. Et non seulement l'île est représentée, mais on en sait quelque chose de cette île-là. Il y a de très vieilles histoires originaires de l'Ibérie, que ce soit de l'Espagne ou du Portugal, qui parlent de ces îles. Et il y a, dans chacun des deux pays,
la légende des 7 cités en particulier. La légende des 7 cités, c'est que quand les Arabes ont commencé à envahir la péninsule ibérique, il y a 7 évêques qui ont fui la péninsule avec une partie de leur population en direction de l'ouest. La légende est espagnole autour de la ville de Mérida, la légende est portugaise autour de la ville de Porto. Et l'idée, c'est que ces évêques sont partis très loin vers l'ouest, ont trouvé une terre, se sont installés, et l'imagination, ne cessant de se développer autour de cette histoire-là, a fini par conclure que les villes avaient depuis lors prospéré, que l'on avait découvert de l'or et que ces villes étaient porteuses d'une très grande richesse et que quand on irait se promener dans ces régions éloignées, on trouverait des ports d'attache où on pourrait retrouver des compatriotes et se faire aider pour explorer. Je crois que toutes ces remarques sont importantes pour comprendre la mentalité des Ibériques, des Espagnols surtout, qui sont partis à la fin du XVe siècle en direction de l'Ouest. Christophe Colomb avait cette culture. D'abord, il savait que la Terre était sphérique. Bon, il n'était pas le seul à le savoir. C'était quelque chose de su depuis longtemps. Alors vous savez qu'en allant vers l'Ouest, il pensait aller retrouver les richesses de l'Extrême-Orient. Et Christophe Colomb espérait retrouver Chryse et Argire, les îles de tout à l'heure, et puis il espérait trouver des îles sur lesquelles il pourrait faire relâche. Et puis dans cette mentalité, on mélange l'existant et puis le rêver, on mélange l'histoire et la légende, on fait mal la distinction entre tout ça. Et de toute façon, on n'a pas les moyens de faire la distinction entre tout ceci. Mais on peut aussi faire une autre remarque. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est les antécédents de l'Eldorado. Mais on peut aussi faire une autre remarque en prenant un petit peu de recul par rapport à toutes ces légendes. Toutes indiquent que le pays de l'or se trouve très loin, au plus loin, à la périphérie. Chryse et Argire à l'extrémité de l'Asie, et puis les îles inconnues à l'extrémité de l'océan. Donc il y a cette question de distance et cette question de point inatteignable. Voyez ? On en arrive à la deuxième partie, avec ce mythe qui prend sa consistance en Amérique du Sud. Le mythe est stimulé par la conquête. En quelques dizaines d'années, des poignées d'aventuriers se rendent maîtres des plus grands empires du continent. Ils découvrent des richesses fabuleuses. Évidemment, cela excite les imaginations. Remarquons que cela localise aussi les espoirs. Les espoirs se tournent vers l'Amérique du Centre et l'Amérique du Sud, pas vers l'Amérique du Nord. Les espoirs se tournent non pas là où il y a les richesses naturelles, là où il y a, ou bien là où il y avait, les empires. C'est facilement compréhensible. Avec les empires, on a des sociétés structurées, constituées en États, avec une aristocratie, et donc avec une accumulation de richesses. Richesses prêtes à voler. Le plus étonnant dans cette histoire, du moins à première vue, c'est que les Espagnols ne se sont pas satisfaits de ces immenses richesses qu'ils ont trouvées immédiatement. Ça nous paraît extrêmement curieux. À peine la conquête était-elle faite
que le mythe de l'or se transposait plus loin, comme si on ne prenait pas en considération toutes les richesses que l'on s'était accaparées, et comme si plus loin, il allait y avoir encore plus. Et pourtant, en quelques années, on avait beaucoup progressé, les Espagnols avaient énormément progressé de ce point de vue-là. La capitale de l'Empire Inca, Cusco, avait été prise en 1532. Je mets les dates volontairement parce que je vais vous relier ça avec les dates de développement du mythe de l'Eldorado. Vous verrez que les dates sont très proches les unes des autres. Donc 1532, on capture l'Inca, Atahualpa, et pour le libérer, ce qui ne se fera jamais, on exige une rançon considérable, et l'or arrive de tous les côtés. Et c'est un immense tas d'or qui est versé pour payer la rançon de l'Inca. 1533. Avec les richesses que l'on a conservées aujourd'hui au musée de l'or, par exemple, celui de Lima, mais il y en a tellement. Et puis même, si on ne se satisfait pas seulement de ce qui s'est passé du côté de Cusco et de la capture de l'Inca, dans les découvertes des quelques années qui ont suivi, un moment tout à fait essentiel, ça a été la découverte du Cerro Rico de Potosí, 1545. Alors Potosí, c'est en Bolivie, c'est la ville la plus haute du monde, 4000 mètres d'altitude. Et la montagne qui domine Potosí, le Cerro Rico, c'est la montagne d'argent. C'est celle que l'on a exploitée pendant des siècles et dont les richesses que l'on y a trouvées ont enrichi la couronne espagnole. Et puisque les Espagnols n'ont pas réussi à profiter de cette richesse, en fait, c'est l'argent de Potosí qui a permis le financement au XIXe siècle de la révolution industrielle en Angleterre et aux Provinces-Unies. Donc 1545. On rapproche maintenant ces dates avec celles de l'Eldorado. En 1531, vous voyez, c'est même avant la prise de Cusco, le conquistador Diego de Ordaz explore les actuelles Colombie et Venezuela à la recherche du pays de l'or. Alors qu'on y était, on était sur les Andes, au pays de l'or, voilà que déjà, il y a du monde qui le recherche ailleurs. 1534, un an après la rançon d'Atahualpa, on a la première mention de l'Eldorado, dont je vais reparler tout à l'heure. L'Eldorado, c'est-à-dire l'homme doré. C'est pas une légende, l'histoire de l'homme doré, par un conquistador qui s'appelle Sébastien de Belalcázar. En 1535, un Indien vante les richesses de son pays auprès d'un autre conquistador. Cet Indien venait à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Et puis en 1537, un autre aventurier, je ne dis pas conquistador parce que c'était un Allemand, Georg von Speyer, il recherche l'Eldorado du côté de la Colombie. Vous voyez, on a à peine mis la main sur les richesses des Andes que déjà on va chercher ailleurs. On ne s'en contente pas. Ça montre une fois de plus que le mythe n'est pas arrêté par la découverte de fabuleuses richesses. Mais ce fait curieux qu'on va toujours chercher plus loin, il faut le comprendre. Il faut le comprendre de manière plus rationnelle. Et l'explication, elle est moins en Amérique que dans la société hispanique de l'époque. C'est qu'en fait, les conquistadors venaient d'Espagne, c'était des petits nobles désargentés qui ont été financés par de riches bailleurs de fonds, qui ont engagé la totalité de leur fortune, souvent dans cette expédition, qui arrivait en Amérique
se retrouvent chefs de bande, avec leur fortune forcément limitée. Ils s'entourent d'hommes qui s'équipent à leurs frais. Et donc, pour tous ces gens-là, l'expédition doit être rentable. Et ces petites bandes se transforment en bandits armés, mal encadrés d'ailleurs par l'État espagnol. L'indiscipline est partout, il y a des rébellions tout le temps, il y a des conflits incessants. Et, chose essentielle, dans la mentalité de ces gens-là, les butins sont toujours inférieurs aux espérances. Donc, étant donné que dans ces bandes armées, la révolte menace toujours, eh ben, les petits chefs, là, n'ont qu'une envie, c'est de se séparer de leurs éléments les plus indisciplinés, les plus incertains. Et pour ça, eh ben, ils les lancent sur de fausses pistes, sur de faux espoirs, et toujours plus loin. Et d'ailleurs, lors de la conquête de l'Amazonie, on le voit d'après les relations de les premiers qui ont traversé l'Amazonie, ils sont à la recherche de l'or. Ils débarquent dans des tribus indiennes qui n'ont pas vu, qui sont évidemment effrayés de voir ces gens-là. Les nouveaux arrivants ne parlent que d'or. Ils essayent de savoir où il est. La réponse des Indiens est très humaine. Oui, de l'or, il y en a, plus loin, hein, éloignez-vous, mais elle est là-bas, on a entendu dire que. Donc ça aussi, ça a été un stimulant très fort pour continuer l'aventure, toujours plus loin. Alors on parle beaucoup de l'Eldorado, oui c'est vrai, mais il n'y a pas eu que l'Eldorado en Amérique du Sud. Il y a eu d'autres légendes que celle-là. Alors en voilà, je n'en prends qu'une, mais je vous en citerai quelques autres. La légende de Trapalanda, la cité des Césars. Alors c'est beaucoup plus au sud, c'est essentiellement en Argentine, ou plus spécialement en Patagonie, et en partie au Chili du Sud. Trapalanda, alors c'est l'idée que au pied de 2 montagnes, on a des quantités d'or et de diamants. Et cette carte, elle montre que les différentes expéditions qui ont été à la recherche de Trapalanda, alors ce n'est pas extrêmement lisible, mais c'est entre 1646 et 1894, hein, c'est quand même sur plus de 2 siècles pour ça. Donc les expéditions sont en vert, ici, et les cartes, non, les expéditions, c'est aussi les tiretés qui sont là. Hein. Donc on l'a cherché un petit peu dans toute l'Argentine et dans tout le Chili. Et les localisations des cartes sont représentées en rouge et en grisé. Donc vous voyez, ça a énormément varié selon les auteurs. Comme autre légende, toujours en Amérique du Sud, on a la légende de Paititi. Paititi, alors c'est une cité inca qui n'a jamais été trouvée entre le Pérou, la Bolivie, le Brésil, et encore une fois, dans un endroit parfaitement isolé. On a aussi la légende de la Sierra de la Plata, la montagne d'argent qu'ont cherché de nombreux explorateurs. Eh bien, celle-là, on l'a trouvée. C'est le Cerro Rico de Potosi. Donc, vous voyez, on mélange le vrai, le faux, la légende, les réalités, et tout le monde est perdu à l'intérieur de cet immense espace. En ce qui concerne l'Eldorado, proprement dit, tout part de l'idée que lors de la prise de Cusco, l'Inca a été pris, mais que des membres de sa famille ont réussi à s'enfuir. Et que l'empire Inca a été reconstitué plus loin, dans un endroit inconnu, dans un milieu peu accessible, pour échapper aux Espagnols, et que les Incas ont réussi, évidemment, à reconstituer leur richesse.
Cette légende de l'Eldorado se fonde, pour commencer, sur un récit, sur une rumeur. C'est la rumeur de l'Eldorado, de l'homme doré. L'homme doré, c'est un chef indien qui, pour des raisons rituelles, se couvre de paillettes d'or et va plonger dans un lac pour renouer le lien entre le peuple et les esprits. On a sur cette gravure représenté l'Eldorado, le chef, Chipcha, qui se fait recouvrir d'or et qui, plus tard, va plonger dans ce lac Guanavita, qui existe. La gravure est faite d'après la réalité. Ce lac est un cénote. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler du Yucatan, région calcaire, comme ici, et un lac comme celui-là, extrêmement régulier, propre à frapper les esprits. C'est le résultat de la dissolution du calcaire, doublé d'un effondrement. Et au fond de cet effondrement, on a un lac. C'est là que l'Eldorado se baignait. L'histoire était vraie. Et quand les Espagnols ont pris possession de la région, ils sont évidemment allés immédiatement au lac Guanavita. Et ce qu'ils ont pensé, c'était pouvoir récupérer les objets d'or qui avaient été immergés à l'intérieur du lac. Et pour cela, ils n'ont pas hésité, ils ont agrandi l'exutoire du lac, ils l'ont approfondi. Comme ça, il y a une grande partie de l'eau qui s'est échappée du lac. Et on a effectivement retrouvé un certain nombre d'objets d'or. Et dans l'exposition, vous avez une vidéo qui présente certains de ces objets qui proviennent de cette région. Alors on l'a trouvé, ce lac Guanavita, 1539. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Avec un événement tout à fait quand même exceptionnel, c'est que dans cette immensité d'Amérique du Sud, il y a 3 expéditions qui partent en même temps par des itinéraires différents à la recherche de l'Eldorado et des Chipchas. Et il se trouve que dans cette immensité du continent, les 3 expéditions arrivent en même temps au lac et s'y retrouvent. Mais même si on a découvert le lac Guanavita, le mythe continue de courir. Il continue toujours plus loin. Et pour quelques dizaines d'années, il se met à courir vers le rebord oriental des Andes. Là, on est encore dans les Andes. Vous voyez les montagnes. Là, il court dans la forêt amazonienne. On commence à être dans un milieu totalement différent. Alors, ça dure 20 ans. Et puis, après les 20 ans, le voilà que le mythe, il part encore plus loin. Et il part dans les Guyanes. Et c'est l'épisode le plus fameux de l'Eldorado, celui dont on va beaucoup parler. Mais avant la Guyane, vous voyez, le mythe à la carte, je vous ai parlé de cartes géographiques, je n'ai trouvé aucune carte géographique représentant l'Eldorado lors de ces premières décennies. Il faut dire que les cartes, d'abord, le continent était encore fort mal connu, c'était pas facile de le cartographier, puis la technique cartographique était quand même pas tout à fait au point encore. Donc, on n'a pas de carte pour ces premières étapes. On en aura dans l'étape suivante. Remarquons aussi que ce mythe de l'Eldorado qui commence à se développe dans un contexte extrêmement spécial, du moins pour les Européens de l'époque. Alors, sur le plan des idées, avec la conquête de l'Amérique dès le début, les Européens sont en attente de fantastique. Un nouveau continent ne peut être que fantastique, donc rien n'étonne. Deuxièmement,
le milieu naturel, je veux dire essentiellement le milieu amazonien, la grande forêt, répond largement à cet état d'esprit d'attente de fantastique. On a là le deuxième plus long fleuve de la planète, l'Amazone. Et l'Amazone est connue très tôt. Je vous parlais de 1532, la prise de Cusco. Eh bien, en 1542, 20 ans après, on a déjà descendu l'ensemble de l'Amazone jusqu'à l'embouchure. C'est l'aventure d'un conquistador qui s'appelle Francisco de Arellana. Alors Francisco de Arellana, il était avec Pizarro, connu Pizarro. Ils combattaient ensemble dans les Andes. Et puis à un certain moment, l'armée, la petite troupe n'avait plus de nourriture. Il fallait aller en chercher. Francisco de Arellana se porte volontaire pour partir avec quelques dizaines d'hommes. Il se met à descendre la rivière qui se trouve là. Et puis au bout de quelques jours de descente, il se rend compte qu'il n'arrivera plus à remonter. Et donc la seule chose qu'il a à faire, c'est de descendre jusqu'au bout. Et voilà comment a été faite la première descente de l'Amazone. Voilà, c'est ici. Tout ce circuit-là. Immensité du milieu naturel. Le débit le plus fort du monde. Prenons aussi en compte la largeur de ce fleuve, qui peut atteindre plusieurs kilomètres. Et non seulement le fleuve, mais aussi ses affluents. La plus vaste forêt du monde. Et quand on se retrouve dans la grande forêt, mais c'est un tunnel. On ne voit pas le ciel, ou si peu. On est dans un tunnel et on y est pendant des journées entières et des dizaines et des centaines de kilomètres sans interruption. À côté de la grande forêt, on a les marécages, on a la chaleur, on a les pluies, on a les rapides. On a évidemment des maladies totalement inconnues. On a un peuplement extrêmement diffus, extrêmement morcelé. On a des peuples, on le comprend, effarouchés, pour le moins, hostiles, souvent. Voilà des gens qui sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Ils n'ont absolument pas la culture pour pouvoir interpréter ce qu'ils ont. Et ils font des erreurs monstrueuses. Il y a des rivières qu'ils prennent pour des lacs. C'est tellement grand, on ne voit pas l'autre bout. Et puis, il y a de l'autre côté de la rivière là des rochers brillants que l'on voit, que l'on prend pour de l'or ou pour diamant, alors que ce n'est que du schiste. Vous voyez, on est dans un état d'esprit qui porte à la croyance du mythe. Mais il ne faut pas croire que ce mythe de l'Eldorado est le seul. Il est mélangé à plein d'autres mythes de l'époque et que l'on peut maintenant retrouver sur un certain nombre de cartes, puisque là où il y avait des blancs sur la carte, on ne supportait pas l'inconnu, donc à la place, on mettait quelques petits renseignements. Vrai ou faux, c'est pas grave, du moment que la carte était remplie. Et là, cette petite collection de figurines montre la très grande diversité des mythes qui existaient à l'époque. On a le mythe des Amazones, donc des femmes guerrières. C'est comme l'Eldorado, c'est comme le mythe de l'or. Il a navigué de continent en continent. Il a été en Asie, et puis après, il se retrouve en Amérique du Sud. On a en Amazonie le mythe des hommes sans tête, et qui portent le visage sur leur poitrine. On a évidemment, c'est sans doute ce qui étonne le plus et ce qui choque les explorateurs, les cannibales. Alors le cannibalisme rituel qui devient dans le récit des explorateurs un mode de vie. On a comme autre mythe celui des Patagons. Vous voyez, les Patagons sont ces grands hommes qui sont là, à côté des petits conquistadors. Patagons, ça veut dire les grands pieds. Alors, voilà, encore un mythe. Et puis, chose extraordinaire,
on voit des rivières qui joignent entre les fleuves. Et là, il faut s'y arrêter un petit peu. On rapporte qu'entre le fleuve Orénoque et le fleuve Amazone, il y a une rivière qui lie les deux. Eh bien, il se trouve que le mythe est vrai. Encore une fois, pour vous dire qu'il est difficile de faire le ménage entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc cette relation est considérée comme un mythe, et puis les explorateurs montrent qu'en définitive, oui, il y en a. Je crois que Aguirre, dans La colère de Dieu, il utilise cette rivière qui est là, qui s'appelle aujourd'hui le canal Cassicouillard, qui est là, et qui joint effectivement l'Orénoque et l'Amazone. Ah, vous voyez, le mythe de l'Eldorado, c'est quelque chose qui est fourni, mais on n'est pas encore au cœur du mythe de l'Eldorado. Là, on n'a que des éléments qui sont épars. On a une somme d'éléments. Et on a dans les esprits quelque chose de vague, on a une idée d'un pays de l'or qui doit bien exister quelque part. C'est déjà beaucoup pour assurer la fortune d'un mythe, mais ça n'a pas encore suffi, parce qu'il y avait plus. Et ça, c'est la troisième partie. La troisième partie, c'est un mythe qui se cristallise autour d'une personne. Cette personne, c'est pas un Espagnol, c'est un Anglais, c'est Walter Raleigh. Et pourquoi lui? Eh bien, c'est lui parce qu'il a un profil tout à fait différent des autres explorateurs, et il a été une caisse de résonance autrement plus forte que tout ce qu'il y avait eu jusque-là. Walter Raleigh, d'abord, c'est un aventurier. Chez lui, en Angleterre, et encore plus en Irlande, il a combattu pour la cause protestante. Il a participé à la répression des révoltes irlandaises, et il a gagné dans la bataille d'énormes quantités de terres dont il est devenu propriétaire. De plus, il est un des favoris de la reine Élisabeth Ier, et il a un rôle politique. Il est membre du Parlement, il a diverses fonctions officielles, et à tout ça, ce qui est déjà pas mal, il ajoute une vie d'explorateur. Il a fait une expédition en Virginie, c'est lui qui a implanté le premier établissement anglais en Virginie, et puis après, il va en Amérique du Sud, du côté de la Guyane, 1595, c'est le moment clé. Je continue quand même sa vie un petit peu. Au retour, la reine Élisabeth est prête à mourir. Elle est remplacée par Jacques Ier, qui le tient dans une estime beaucoup plus faible, qui l'accuse de trahison et qui l'emprisonne. 12 ans. Walter Raleigh parvient à s'en sortir, à force de flatteries et de promesses. Il promet de monter une deuxième expédition en Guyane et de rapporter des quantités d'or. Il est libéré, il fait son expédition, il ne trouve pas d'or, et puis il a la mauvaise idée d'attaquer quelques postes espagnols qui se trouvent dans les parages. Les Espagnols se plaignent auprès du roi d'Angleterre, et quand Walter Raleigh débarque en Angleterre, il est de nouveau emprisonné, accusé de trahison et décapité. Alors parce qu'il avait attaqué les Espagnols et aussi évidemment parce qu'il n'avait pas rapporté d'or. Bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est son expédition en Guyane de 1595. Bon, expédition pas mémorable, très peu mémorable, beaucoup moins mémorable que le livre qu'il a écrit, La découverte de la Grande de la Riche et du bel empire de Guyane.
qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur de ce livre? Qu'il a fait prisonnier un noble espagnol qui s'appelle Antonio de Berreo. Et ce noble espagnol lui a raconté l'histoire d'un autre espagnol, Martinez, le rapport de Martinez qui se trouve sur la droite, qui a été traduit dans toutes les langues. Martinez, c'était un fugitif espagnol qui avait été condamné à mort, qui a réussi à fuir en pirogue, qui a été recueilli par les Indiens, qui l'ont amené dans la capitale de l'Inca. Une ville qui s'appelle Manoa. Il y est resté 7 mois, puis il est revenu auprès des Espagnols et il a raconté les merveilles qu'il avait vues pendant sa fuite. Donc, Walter Raleigh, de cette histoire, fait un livre qui a été un livre à succès. Donc c'est cette conjonction d'un aventurier, homme politique, grand propriétaire terrien, écrivain à succès, qui a fait la fortune de cette nouvelle. On avait découvert l'Eldorado, on avait découvert le pays de l'or. Et c'est donc Walter Raleigh qui a réussi à cristalliser un mythe qui jusque-là était encore très diffus. À partir de cela, tout s'emballe. Un ami à Raleigh fait une carte. Parce que qu'est-ce que raconte Martinez dans sa relation? C'est que la ville de Manoa, qui s'appelle aussi Eldorado, se trouve près d'un lac. Le lac s'appelle Parim. Et on commence à représenter le lac Parim sur les cartes de Guyane. Alors là, on a le nord est en bas. Hein. Là, on a l'Atlantique qui est là, le fleuve Orénoque. On a l'Amazone qui est là-haut. Et puis entre les deux, vous voyez ce mille-pattes qui est le lac Parim, Tchouk, avec une multitude de plusieurs affluents. Bon, lac endorréique, il n'a pas d'exutoire vers la mer. Et puis, chose la plus importante, près du lac, on a Eldorado, donc la ville de Manoa qui est représentée toujours dans un coin du lac. Le tout faisant partie de la vallée de Guyane. Vous voyez, le toponyme est marqué. Et puis on continue. Un autre écrivain de l'époque, un autre écrivain de l'époque, Levin Hulsius, un Allemand cette fois-ci, donne une représentation de la ville de Manoa. Elle est là, avec ses remparts, alors représentés à l'espagnol, hein, à l'européenne. On voit Manoa, au Eldorado, qui est sur les bords du lac salé de Parim. Et puis, tous les détails qui sont reportés dans la relation de la Guyane de Walter Raleigh sont représentés sur cette carte. Il n'y a pas de fleuve qui permet d'y accéder. On arrive à Manoa par la rivière Essequibo, qui se trouve en haut, là, qui existe effectivement, c'est la Guyana britannique actuelle. Et puis, quand on arrive à l'amont du fleuve Essequibo, on décharge les bateaux et il y a un portage des bateaux qui se fait jusqu'au port qui se trouve sur le lac Parim. Tout y est, là. Tout à l'heure, je vous disais que Walter Raleigh, ça avait été une caisse de résonance considérable avec toutes ses fonctions, mais un autre élément de cette caisse de résonance, ça a été la carte. La carte donne la visibilité à une information et une facilité de lecture. Et à partir de ce moment-là, le lac Parim et la ville de Manoa sont représentés partout. Tous les cartographes le représentent. Et tout le monde va considérer que l'information est juste. Voilà par exemple une carte de 1630, une carte de Hondius, un des grands cartographes flamands de l'époque. On a déjà une belle représentation de l'Amérique. Et ici, on a sur l'équateur, exactement sur l'équateur, en grand, le lac Parim qui est représenté.
je vous l'ai agrandi. Voilà le lac Parim qui est là. Vous voyez, il est vraiment traversé par l'équateur, ici, avec la ville de Manoa qui est représentée. Et on pourrait prendre toutes les cartes de l'époque. Bon, j'en ai choisi une autre parce qu'elle me plaît particulièrement. C'est la carte de Nicolas Vicher, donc encore un flamand. Là, vous voyez mieux, le lac Parim, il est effectivement représenté un petit peu au-dessus de l'équateur. Il est là. Le voilà, en un petit peu plus grand. Et puis, j'attire votre attention aussi, toujours sur la même carte, je reviens sur le document précédent. Je vais vous montrer ça en agrandissement, hein, le cartouche de titre qui est là et qui représente lui aussi l'Eldorado, comme si l'Eldorado était l'information la plus importante que l'on avait concernant l'Amérique tout entière. Voilà ce cartouche qu'il faut décrire. On a le chef indien avec ses attributs, et notamment avec le parasol, symbole de dignité. Alors bon, là, on est encore dans une représentation très européenne. Le chef indien donne des ordres. Il donne des ordres aux membres de sa tribu qui est près du lac et qui est en train de rechercher l'or avec le tamis. Bon, désolé, tamis européen. Et qui dépose, une fois sa récolte faite, vous voyez qu'elle a été fantastique parce que c'est quasiment tout le tamis qui est rempli d'or, hein, des quantités absolument monstrueuses. Et puis par le miracle de cette tribu indienne, immédiatement les pépites d'or sont transformées en lingots, ici, tandis que la tribu vit sa vie quotidienne à côté. Voilà le genre de publicité que l'on avait à l'époque et qui ont frappé les esprits, évidemment, les esprits éclairés, les esprits des puissants de l'époque. Il faut quand même relativiser un petit peu, parce qu'il n'est pas sûr que cette profusion cartographique qu'il y a eu à cette époque-là, donc à partir du XVIIe, ait vraiment multiplié les expéditions vers l'Amazonie. En fait, les expéditions d'aventuriers, c'était plutôt avant, et là, on a une reprise en main des expéditions par les États ou par des compagnies à charte, et on est plutôt dans une concurrence entre nations, donc entre puissants, l'Angleterre, les Provinces-Unies, la France, en plus de l'Espagne et du Portugal. Et peut-être, je me suis dit ceci, dans cette Amérique latine qui est partagée entre une très grande partie espagnole et une partie un peu moins grande portugaise, le Brésil actuel, eh bien la Guyane est un cas particulier puisqu'il y avait des possessions anglaises, hollandaises et françaises, et peut-être que cette diversité de possessions était peut-être liée au mythe de l'Eldorado lui-même. C'est fort probable. La dernière partie. Comment on a démonté la fake news, comment on a démonté l'infox. Et là, je vais insister sur une personne qui est Alexandre de Humboldt. Mais encore une fois, je vais essayer de vous placer ça dans l'esprit de l'époque. Bon, je m'intéresse là pour commencer aux cartographes de l'époque. Comment ils travaillent? Les cartographes, ils travaillent en chambre. Comment on fait une carte? On commence d'abord par regarder les cartes des prédécesseurs, on les étudie, et on voit les différences qu'il y a entre ces cartes, on les compare. Et puis pour avoir des informations de première main, on va dans les ports, on essaye de se renseigner, si c'est possible, auprès des capitaines, auprès des membres d'équipage. Et puis voilà, et puis on fait sa carte avec les informations que l'on a. Le changement, qui est d'importance. Il arrive en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle, 1666, une date majeure pour l'évolution de la pensée scientifique. C'est la fondation de l'Académie des sciences en France, par Colbert, qui permet aux scientifiques de parler, de discuter, de s'informer mutuellement, de se contredire.
Et la cartographie en particulier en a beaucoup profité, puisque c'est la cartographie française, à partir de 1700 en gros, qui a permis de révolutionner la pratique de la carte à l'époque. Or, il se trouve que parmi toutes les expéditions qui sont menées à cette époque-là, aucune ne confirme l'existence du lac Parim et de la ville de Manoa. Il n'est pas donc très étonnant que dans cette ambiance française de discussion, de critique au sujet des informations scientifiques, il y ait des doutes qui apparaissent. Et à ma connaissance, le premier qui a émis des doutes sur l'existence du lac Parim, c'est un cartographe vénitien, Coronelli, 1690, c'est très tôt. Et vous avez un extrait de sa carte là, avec le lac Parim qui est représenté. Hein, mais voyez, c'est du flou, c'est en flou. Il a inventé le flou. Et il écrit au milieu, en italien, pour la plus grande partie des géographes, le lac Parim, et sur la rive occidentale, la cité de Manoa ou Eldorado, sont fantaisistes. La première fois que le doute apparaît sur la carte. Et puis ça vient vite. Alors, il faut dire que Coronelli était quand même très lié aux cartographes français. Les cartographes français qui suivent font pareil. Guillaume de Lille, lui aussi, à chaque fois qu'il dessine l'Amérique du Sud, il se pose des questions sur le lac Parim. Et puis on a ce cas très, très curieux de Bourguignon d'Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, qui est un modèle de sérieux parmi les cartographes français, qui a fait plein de cartes sur l'Amérique du Sud et qui à chaque fois change d'avis sur le lac Parim. Donc en 1737, le lac Parim n'existe pas. En 1748, il y a un petit lac Parim qui est là, mais que dans la même année, il ne reprend pas, ça c'est un autre lac, il ne le reprend pas, mais il indique ici portage de 1000 pas, lac, portage de 400 pas, etc. C'est-à-dire les indications que je vous ai dites tout à l'heure pour arriver à la ville de Manoa. Et puis en 1760, voilà le lac Parim qui ressurgit sur ces cartes reliées au réseau hydrographique, alors que jusque-là, il était endorréique sans débouché. Les années continuent. Un premier savant s'aventure dans le secteur, c'est Charles-Marie de la Condamine, un Français, 1745. Et lui, il dit que la légende de l'Eldorado n'existe pas. Il le dit en 25 pages, mais sans doute ne l'a-t-il pas dit avec suffisamment de force. Donc ça continue. Et puis le lac Parim, le voilà, qui est représenté quand même par la majorité des cartographes, parfois avec une autre idée en tête. Tout le monde n'est pas convaincu que l'Eldorado existe vraiment. Et pourtant, sur cette carte espagnole, c'est assez rare, carte espagnole de 1775, voilà le lac Parim, qui, sous une forme tout à fait différente et dans une localisation quelque peu différente, ressurgit. Le lac Parim, il est grand, c'est un grand lac, c'est pas comme chez Bourguignon d'Anville, et il ressurgit non plus dans les Guyanes, mais à la frontière entre le Venezuela et le Brésil. Et l'intention est tout à fait différente, c'est une intention géopolitique, mettre des indications dans une région contestée et mal connue montre que l'on connaît les lieux et qu'on en affirme la propriété sur ces lieux. Donc une indication, une stratégie d'ordre géopolitique. Vous voyez. C'est après qu'arrive Alexandre de Humboldt. Alors là, c'est décisif. Alexandre de Humboldt, c'est un savant naturaliste, mais qui est doté d'une formation extrêmement complète dans plein de domaines. Et à 30 ans, en
1799, le voilà qui s'embarque pour l'Amérique. Il y fait un voyage de 5 ans qui est représenté ici, donc en Amérique du Sud, dans les Antilles, en Amérique du Nord. C'est un travailleur absolument infatigable. Il a identifié 20 000 végétaux nouveaux qu'il a catalogués. Et puis à son retour, il publie son livre qui s'appelle « Le voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent ». Il met 27 ans pour l'écrire. Enfin, quand je dis un livre, c'est peu dire, parce qu'il est en 30 volumes, où il parle de tout. Il parle de plantes, il parle d'animaux, de géographie, d'histoire, d'astronomie, de politique. Et pour ce qui nous intéresse, il parle du mythe de l'Eldorado qu'il démonte en 250 pages. Et tout y passe. Il montre l'histoire complète du mythe, depuis les origines de la légende. Il présente les différentes théories avancées pour les réfuter les unes après les autres. Et puis il apporte des preuves. Et puis il essaye de comprendre l'origine de ce mythe et comment il a réussi à se développer. C'est une somme absolument passionnante. Alors le résultat est convaincant. Le lac Parim disparaît peu à peu et il semblerait que sa dernière représentation cartographique ait été faite dans un atlas autrichien en 1818. Vous voyez, donc alors que le voyage aux régions équinoxiales n'était pas encore complètement paru. On arrive à la fin. Pour dire quoi? Alexandre de Humboldt a-t-il été le destructeur d'un rêve? Ce serait peut-être aller un peu vite. Quand même, Alexandre de Humboldt, c'est le résultat de l'évolution d'une pensée du siècle des Lumières, avec toute sa passion pour comprendre, pour comparer, pour passer toute chose au crible de la raison. Donc, la fin du mythe de l'Eldorado, c'est le résultat du siècle des Lumières. Mais je crois que le mythe de l'Eldorado lui-même était un mythe daté. Je vous ai bien montré 2 périodes de ce mythe de l'Eldorado. Une période où il était diffus, et puis une période où il s'est cristallisé. Alors je vous ai dit, il s'est cristallisé autour d'un bonhomme, Walter Raleigh, oui, c'est vrai. Mais disons d'une manière plus générale, qui s'est cristallisé par l'intervention d'autorités. Il y a des autorités qui ont réuni ce mythe. Autorités politiques, autorités littéraires, autorités cartographiques. J'aurais tendance à dire que l'Eldorado, dans sa phase Walter Raleigh, a été un mythe de l'État moderne en formation. Le mythe de l'Eldorado a bénéficié de la conjonction, de la concentration de moyens importants de la part d'États, qui étaient à l'époque tous tendus vers des aventures lointaines et périphériques. Donc j'aurais tendance à dire un mythe extrêmement connecté à toute l'histoire de l'Europe. Et si le mythe de l'Eldorado se termine avec le début du XIXe siècle, bah oui, mais le XIXe siècle, c'est aussi le siècle où les sociétés européennes sont tendues vers d'autres aventures, d'autres objectifs. Alors, est-ce qu'il en reste quelque chose de ce mythe de l'Eldorado? Ou bien... je ne vous ai pas montré Alexandre de Humboldt. Et voilà, pour la fin du mythe, vous pourrez réfléchir sur ces documents. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait complètement disparu, mais on reste dans le rêve. Là, on sait qu'on est dans le rêve. Voilà. Donc, je remercie le professeur Pierre May pour cette passionnante conférence. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?
Oui, madame. Est-ce qu'on a pu déterminer alors la personne qui a été recueillie par des Indiens durant 7 mois, est-ce qu'on a pu déterminer quel était le lieu où elle a vécu? Parce que c'est à partir de son récit qu'est né ce lac et puis cet or et cette ville de Mayo. Mais est-ce que l'histoire est vraie? Oui, est-ce que l'histoire est vraie? Parce que c'est l'homme qui a vu l'ours. Hein. Oui, bien sûr. Parce que, regarde, voyez le contexte quand même. On a ce Walter Raleigh qui, il se dit explorateur, mais il quitte pas vraiment le rivage. Hein. Il fait prisonnier un noble espagnol pendant longtemps d'ailleurs. Ils ont des discussions très nombreuses tous les deux. Est-ce que le noble espagnol ne lui a pas raconté tout ce qu'il avait dans la tête pour le mettre en défaut, pour l'induire sur de mauvaises pistes? Je crois que c'est comme ça qu'il faut plutôt voir les choses. J'avais une autre question. Je suis troublée, je pensais que les Amazones, c'était un mythe grec. Oui. C'est un mythe voyageur. Oui. Oui, mais l'Antiquité grecque a tellement marqué les esprits européens que c'est un peu comme nous. On essaye de retrouver dans la réalité l'explication du mythe. Et puisque des auteurs connus et respectés ont raconté ce mythe de l'Amazone, c'est qu'ils avaient des raisons de le raconter. Donc on va le chercher à l'extérieur, on va essayer de le retrouver. C'est comme l'Eldorado, je crois. C'est un de ces mythes qu'on va trouver à la périphérie du monde habité, à la périphérie de l'Écumène. Et ces mythes sont des mythes voyageurs, de la même manière que l'Eldorado a des racines qui sont lointaines. Les Amazones aussi, oui. Alors j'ai peut-être une remarque donc justement sur ces Amazones. Apparemment, ça serait la première expédition donc le long du fleuve donc Orellanaes qui aurait été victime d'une tribu féminine, d'une tribu de femmes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que lui décrivait. Il semblerait que maintenant, les spécialistes pensent plutôt qu'il s'agirait d'une tribu d'Indiens à cheveux longs, qui, selon les critères de l'époque, ne pouvaient être que des femmes. D'autres questions? Alors moi j'avais une question un peu préparée, je dois dire. Finalement, de l'or, on en a trouvé ou pas? Bon. Alors on en a trouvé dans les Andes, oui, beaucoup. Là où il y avait empire, il y a eu accumulation par l'aristocratie, et donc il y avait des quantités d'or qui étaient utilisés, qui étaient mobilisés. Oui, on en a trouvé. Deuxièmement, l'Eldorado colombien. Oui, on en a trouvé dans le lac Guatavita. La preuve d'exposition, si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo, elle est intéressante. Et en Guyane, là, en fait, où l'Eldorado s'est focalisé pendant 2 siècles, on n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas encore un petit peu dans ce mythe de l'Eldorado? Vous voyez en haut à gauche la montagne d'or dont on parle beaucoup actuellement en Guyane, hein, la mine d'or que le gouvernement français vient de décider de ne pas ouvrir, justement. Rien que l'expression la montagne d'or, qui est évidemment complètement impropre, montre qu'on a encore des espérances. Il y a des orpailleurs. Il y a des orpailleurs, oui, de l'or, il y en a, mais rien qui ait pu intéresser les conquistadors de l'époque qui voulaient que le service soit fait, hein, que la richesse soit déjà mobilisée, soit déjà accumulée. Hein. En tout cas, c'est pas là qu'il y a les plus grandes réserves d'or du monde. Donc on a cherché, on a localisé l'Eldorado, non pas sur la foi de témoignage de l'existence d'or,
simplement ces Indiens qui disaient de l'or, il y en a toujours plus loin, mais toujours pareil, que l'on croyait que l'or se trouvait à la périphérie du monde habité, toujours plus loin, là, un objectif inatteignable, là, qu'on allait finir peut-être par trouver un jour. Vous voyez, il y a le mythe qui se reproduit. Merci. Des questions? Des interventions? Monsieur? Crise et Argir. Ben alors avec la carte que je vous ai montrée, bon courage pour aller retrouver les îles en question. Comment on fait à partir de ça? En fait, non. Non. Oui, tout à fait. Ici. Ça, c'est Ceylan. C'est le Sri Lanka. Donc, ça serait des îles sur le rivage de l'Inde, sur le côté oriental de l'Inde. Ouais. Oui, c'est ça. Andaman, Nicobar. Ouais. Oui. Par définition. Mais ces cartes mélangent des faits attestés et des choses complètement rêvées. Hein. Et les cartographes de l'époque, enfin, cartographe, je ne sais pas, parce que c'est une reconstitution de cartes, celle-là, une reconstitution du 19e siècle, mais ceux qui pensaient les cartes à l'époque n'avaient aucun moyen pour faire le tri entre toutes ces informations. Donc, il vaut mieux répondre non. Hein. Dans ce que vous disiez, il y avait de l'or disponible et c'est comme si on aurait pu transférer d'un seul coup, enfin en quelques décades, de l'or qui se trouvait, qui était stocké par des princes incas. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu par la suite encore des gisements qui ont été exploités pour que l'Espagne soit alimentée de l'Amérique du Sud. Enfin, oui, tout à fait. Je ne vois pas de mine d'or. Oh, il y en a, mais j'en vois pas de mine d'or spectaculaire qui se situe en Amérique du Sud. Alors, ce serait des mines d'argent. Alors, il y a les mines d'argent, ah oui. Ça, Potosi, ça a été fondamental. Oui. Oui, oui. Mais alors, toute cette production, cet orpaillage, c'est pas Ah oui. Oui. Oui, la production réelle. Oui, absolument. On ne fait pas des tunnels dans la terre pour essayer de trouver des filons. Non, alors qu'au Cerro Rico de Potosi, là, il y a des tunnels, puis on envoyait les enfants travailler au fond du tunnel. Pour que les tunnels soient le plus petits possible, oui. Oui, c'est... Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans cette recherche de l'Eldorado, finalement, comme une espèce de mutation de l'esprit humain, une métaphore de la recherche de la pierre philosophale? Simplement une espèce de dégénérescence matérialiste de la recherche de la pierre philosophale. Oui. Oui. Alors, je ne peux pas trop m'aventurer sur le sujet, mais
il me paraît évident que les explorateurs les plus instruits parmi les Espagnols qui sont partis au XVe et au XVIe siècle aient eu des liens avec l'alchimie, où il y a eu des connaissances dans ce domaine-là. Je ne pourrais pas répondre plus précisément à la question, mais c'est dans l'air du temps. Je n'ai pas trop parlé de l'alchimie, juste un petit peu au début, mais ça fait partie de tout cet ensemble que cette croyance que l'on peut fabriquer de l'or. Alors pour cette conférence, j'ai essayé de retrouver une idée que j'avais en tête, mais que je n'ai pas retrouvée. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, sur une théorie des climats. L'idée que les Espagnols qui sont partis en Amérique, notamment Christophe Colomb, mais les autres, ils avaient l'idée que, en allant vers les pays ensoleillés, ils arrivaient vers des pays où il puisse y avoir la production de l'or à partir du soleil. Vous voyez, je crois qu'il y avait cette idée latente qui existait. On est très proche de l'alchimie. Comme je vous disais tout à l'heure, le symbole alchimique de l'or et du soleil, c'est le même. C'est un cercle avec un point, 2 points, je crois. Hein, c'est pareil. Mais je pourrais pas en dire plus. Ça serait très intéressant de creuser cette question-là. L'Eldorado n'a jamais été placé en Afrique, ou si la grande forêt américaine intriguait, peut-être que la grande forêt africaine aurait pu intriguer aussi. Ça, c'est curieux. C'est vraiment curieux. C'est vrai que les Européens, ils ont été confrontés à la grande forêt en Amérique en premier. Et la grande forêt en Afrique, elle n'a été explorée que beaucoup plus tard. Hein. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle, enfin la deuxième moitié du XIXe siècle. On n'était déjà plus dans la même mentalité. Hein. Mais de l'Eldorado en Afrique, non. Non. Alors la recherche de l'or, dans l'Antiquité sans doute, en Égypte, t'en penses quelque chose? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Moi, j'insisterai sur le fait que l'exploration des 2 continents ne s'est pas faite à la même époque de l'humanité et avec les mêmes conceptions. Encore une fois, plutôt que d'invoquer le milieu à découvrir, j'invoquerai la société qui a provoqué la découverte. Cette société européenne qui avait, à l'époque moderne, des conceptions totalement différentes, extrêmement différentes de celles de l'époque de la révolution industrielle. La richesse ne venait pas du même domaine. Une dernière question. Monsieur? Est-ce qu'on n'envisage pas de placer l'Eldorado au niveau de l'UNESCO dans le patrimoine mondial de l'humanité? Ah oui, il faudrait peut-être le définir d'une manière un peu concrète, et c'est là qu'est la difficulté. Madame? Dans l'idée, après, justement, de demain, l'Eldorado du futur, ce serait quoi alors aujourd'hui pour nous? Est-ce que c'est peut-être par exemple d'aller sur Mars, d'être plus loin, d'aller trouver autre chose, plus près du Soleil encore? Non, je sais pas. L'Eldorado d'aujourd'hui, c'est pas la finance. mais la remarque à connotation sidérale, là, elle est intéressante parce que je suppose que il y a des mythes qui sont prêts à surgir. Hein.
Il y a eu une espèce d'Eldorado, mais ce n'était pas l'Eldorado, c'était les Yukon à la fin du XIXe siècle. Alors, il n'est pas sur la carte. Non. Bon, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que... Oui. Attends. c'est pas les mêmes arbres. Oui. Oh, la Californie, hein. Et le Yukon, oui. Oui, bien sûr. Des ruées vers l'or, des fièvres de l'or, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu des dizaines. Il y en a eu beaucoup en Amérique. Il n'y en a pas eu qu'en Amérique, d'ailleurs. Ça a aussi mobilisé beaucoup. Je pense que ça a mobilisé différemment. Alors là, on est dans le 19e siècle. Et celle-là, c'est 1849. Le Yukon, c'est encore un petit peu plus tardif. Ça n'a pas mobilisé l'opinion de la même manière. C'est vrai qu'il y avait l'idée de l'enrichissement, mais c'est beaucoup des individus qui sont partis, hein, et beaucoup des pauvres qui sont partis. On a une recherche d'Eldorado qui est quand même de nature nettement différente. C'est pas une affaire d'État, c'est pas une affaire de découverte. Il y avait à l'époque des sources d'enrichissement possibles qui commençaient à émerger, autres. Et il y a quand même un côté deuxième choix, hein, dans ces ruées vers l'or de la fin du 19e siècle. Mais il y a quand même quelque chose du mythe, oui, ça c'est vrai, bien sûr. En tout cas, vous connaissez l'expo. Donc vous avez vu qu'on a mis dans l'expo un poème d'Edgar Poe qui lui fait clairement le lien entre le mythe de l'Eldorado et la fièvre de l'or qui représentait la source timbre en Californie en 1849. Donc au moins dans l'esprit disons des écrivains du temps, des poètes, le lien était fait. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je remercie d'abord le professeur Piermet pour son exposé passionnant. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour un sujet complètement différent, puisque nous retrouverons le 10 septembre avec Fabrice Tuny, qui est libraire à Strasbourg et qui est spécialiste de la culture japonaise, où nous parlerons d'un phénomène tout à fait différent de la fièvre de l'or, puisque ça sera le cosplay. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci.